IPFM-ի շաբաթօրյա հայտագիրը։ Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Cartes sur table. Le régime Erdogan, une menace pour la France, c'est le titre explicite de l'ouvrage signé Franck Papazian, plus connu sur notre antenne sous le nom de Mourad Papazian, et édité chez Robert Laffont, disponible en libéré depuis le 8 septembre. On connaissait Mourad Papazian comme un militant de la cause arménienne, on le connaissait comme coprésident du CCF, membre du bureau mondial de la FA Tachnak-Soutoun, président d'un groupe d'éducation et de médias comprenant différents titres comme CB News, mais c'est désormais comme un essayiste qu'on va connaître Mourad Papazian au travers de ce livre. Erdogan, cet homme dangereux, y est décrit sans complaisance, en explorant les différentes facettes de sa politique, présentées en autant de dossiers méthodiquement décryptés. Droits de l'homme, islamisation, massacre des Kurdes, génocide des Arméniens, Chypre, autant de chapitres ouverts parmi d'autres, sur lesquels Mourad Papazian dresse un réquisitoire implacable. Mourad Papazian, bonjour, et bienvenue sur IPFM. Bonjour, merci de votre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que l'émission Cartes sur table est à suivre en direct sur les ondes d'IPFM, mais puisqu'aujourd'hui la radio c'est aussi de l'image, vous pouvez nous suivre en vidéo sur notre site radio-ipfm.com, sur notre live Facebook ou YouTube, mais également sur votre application smartphone. Cette émission est également diffusée en direct sur les ondes de notre confrère Radio A de Valence, que nous saluons ce matin. Le programme sera immédiatement disponible en podcast sur notre site internet et rediffusé à l'antenne dès demain matin à 9h15. Alors Mourad Papazian, je le disais, on vous connaissait sous différentes facettes, mais pourquoi avez-vous d'un moment donné décidé d'écrire ce livre ? Après la guerre des 44 jours, on a subi un véritable traumatisme. On s'est rendu compte en fait que on pouvait assassiner un peuple sans que le monde bouge. Je l'ai répété à toutes les manifestations que nous avions organisées à l'époque. En 1915, il y a eu le génocide, 1 500 000 victimes, et nous disions c'était 1915, c'était l'Asie mineure, c'était loin, et les moyens d'intervention des puissances étaient plus limités. 100 ans plus tard, en 2020, on se rend compte que c'est exactement la même chose. Personne n'a levé le petit doigt pour sauver le peuple arménien. Tout le monde savait que la Turquie et l'Azerbaïdjan étaient ensemble dans cette guerre contre les Arméniens, que Erdogan et Aliyev avaient ensemble organisé cette guerre assez rapide finalement, mais tout de même 44 jours, on y reviendra peut-être tout à l'heure, avec le soutien des djihadistes qui ont été mobilisés par Erdogan, avec un armement dont une grande partie a été vendue par la Turquie à l'Azerbaïdjan, avec 1200 soldats d'élite turcs qui sont allés prêter main forte à l'armée azerbaïdjanaise, avec 80 experts militaires qui sont allés piloter à Bakou cette guerre-là. Et on s'est rendu compte que malgré les appels, malgré les manifestations qu'on a organisées, malgré les interventions de nos amis politiques, des responsables associatifs, de l'Assemblée nationale, du Sénat et du 70 villes, régions, etc., le monde n'a pas bougé. Le monde n'a pas bougé. On n'a pas envoyé un gilet pare-balles sur place. Le monde a fermé les yeux, en réalité, et a laissé faire. Et là, je me suis dit, on ne peut pas continuer as usual. Il faut dénoncer. Et pour dénoncer, sortir de l'entre-soi. Et j'ai eu l'idée de faire ce livre parce que je me rendais compte également que Erdogan était intouchable. Il pouvait faire ce qu'il voulait, en réalité. On verra peut-être dans l'émission, puisque le livre est un véritable réquisitoire contre Erdogan. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Les dirigeants occidentaux baissaient la tête devant Erdogan, qui aujourd'hui
pense qu'il peut tout faire. De la main droite, il est avec la Russie, de la main gauche, il est avec l'Ukraine, et aujourd'hui, en fait, Erdogan est un dirigeant qui peut prétendre postuler au prix Nobel de la paix compte tenu de sa position et de sa posture dans le conflit ukrainien. Et j'ai dit, on doit trouver une maison d'édition qui accepte de publier, une maison d'édition de renom, leader, qui accepte de publier un brûlot sur Erdogan, un livre militant sur Erdogan, un réquisitoire sur Erdogan, qui doit être les prémices au procès d'Erdogan. Parce qu'il faut faire le procès d'Erdogan. On ne doit pas laisser ce dirigeant, qui est un dirigeant extrêmement dangereux, et pour le coup, pas seulement pour les Arméniens, mais extrêmement dangereux, mais on y reviendra peut-être au cours de l'émission, pour la France, pour l'Europe, et pour le monde, et pour les populations qui vivent dans ces pays-là. Et donc, je me suis dit, prends ton courage à deux mains, écris ce livre, convainc un éditeur de l'éditer, et j'espère que l'éditeur ne regrettera pas de l'avoir édité. C'est-à-dire que j'espère que ce livre sera un succès, qu'il sera bien vendu, qu'il sera soutenu, qu'il bénéficiera d'une médiatisation pour que l'éditeur, Robert Laffont, soit encouragé à poursuivre l'édition de ce genre de livre. Alors justement, c'est un peu un paradoxe, mais vous êtes un homme de médias, vous connaissez le monde de la communication, vous venez d'évoquer un certain nombre de choses, c'est-à-dire que beaucoup de gens connaissent l'opinion publique, a son opinion sur Erdogan, mais en même temps, on a l'impression qu'il faut à chaque fois venir, comme dans ce livre, avec des chiffres, des faits, des actes, parce que même si les pouvoirs savent, l'opinion publique, on a presque l'impression qu'elle ne sait pas, qu'il a encore besoin d'être convaincue. L'opinion publique ne sait pas ce que fait Erdogan en France depuis 20 ans, puisque Erdogan a pris le pouvoir en 2003. Donc depuis 20 ans, il est au pouvoir. Il a connu Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron. 4 présidents de la République français se sont succédés. Erdogan, lui, est toujours là. C'est-à-dire qu'il a réussi à mettre en place sa stratégie, qui est une stratégie de long terme avec des étapes qu'on a ensemble dénoncées, Halout Marderossian, dès le début. Dès le début, alors que le monde était béat d'admiration devant l'islamiste modéré Erdogan qui était arrivé au pouvoir avec une vision soi-disant moderniste de la société turque et qui était un candidat crédible à l'entrée dans l'Union européenne. Ensemble, il a fallu qu'on se batte, il a fallu qu'on fasse des campagnes d'information, il a fallu qu'on fasse du lobbying pour expliquer qui était Erdogan. Et en réalité, Erdogan est un extrémiste religieux. C'est un frère musulman. Il appartient à cette confrérie. Il a même été dans la direction mondiale des frères musulmans. Et à partir de ce moment-là, étape par étape, il a islamisé la Turquie, vraiment, beaucoup. Et il a exporté sa stratégie dans le monde, en Europe en priorité, et la priorité des priorités, ça a été la France. On voit ce qui a été fait en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, dans les pays du Nord. Je le montre bien, je le démontre dans ce livre-là, pour expliquer qu'effectivement, Erdogan défie toutes les démocraties. Il défie tous les gouvernements. Il installe dans ces pays des relais politiques. Erdogan a dit aux Turcs de France, lorsqu'il lui-même faisait ses tournées au début de son mandat, en fait, vous ne serez pas français, vous resterez turcs et vous serez tous des ambassadeurs de la Turquie en France. Et donc, j'ai voulu montrer à l'opinion publique française, aux Français en réalité, qu'Erdogan et la stratégie du gouvernement turc en France
était une menace pour la France et une menace pour les Français. Et j'explique pourquoi. Alors, ce que vous montrez bien justement, c'est que Erdogan est une menace pour la France, et c'est le message que vous adressez, comme vous venez de le dire, à l'opinion publique, mais en même temps, vous dénoncez le fait que le pouvoir, la diplomatie, elle sait parfaitement, et qu'en fait elle a fait un choix, qui est le choix de la complaisance à l'égard d'Erdogan. Les services de sécurité français savent tout, suivent à la trace, effectivement, les dirigeants de ces organisations. Eux, on ne peut pas dire qu'ils ne savent pas. Eux savent. Heureusement, oui. La France est un pays organisé, structuré, 5e puissance du monde, avec une police, avec des services de sécurité, intérieurs et extérieurs, qui font des comptes rendus réguliers au ministre de l'Intérieur, puis au Premier ministre et au Président de la République. Aujourd'hui, l'État sait, l'État connaît le danger turc. Ce qu'il mesure mal, en revanche, ce sont les conséquences. Moi, j'ai eu un entretien, je ne peux pas le révéler, avec un très haut cadre du ministère de l'Intérieur, qui dit « Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle ». Je dis « Quoi, tout est sous contrôle ?» Tout est sous contrôle, nous les surveillons. Mais ce n'est pas nous les surveillons. Ça n'a pas empêché l'assassinat de 3 femmes kurdes. Ça n'a pas empêché l'assassinat de 3 militantes kurdes. On sait très bien aujourd'hui l'implication du MIT, le service secret turc, mais parce qu'il y a des relations diplomatiques à préserver avec la Turquie, on n'a pas fait le procès en fait des commanditaires de cet attentat. Mais pire en fait. En gros, ils suivent effectivement les dirigeants, ils connaissent l'activité de ces organisations, mais rien n'est fait pour les contrer en réalité. Or, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, années après années, la Turquie s'installe en France, installe ses écoles très communautaristes, installe ses mosquées très radicales, ses imams extrémistes, profite d'un dispositif qui a été mis en France en 1977, qui est l'ELCO, l'enseignement des langues et de la culture des pays d'origine. Et depuis 15 ans, donc depuis Erdogan, en fait, la Turquie envoie en France 180 professeurs. Ça fait partie du dispositif de l'école publique, ce qui est plutôt bien à l'origine, parce que ce qui permet aux étrangers, aux enfants des étrangers qui sont arrivés en France, de garder un contact, la langue, la culture du pays d'origine, mais le but, c'était le retour dans le pays d'origine, pour que le retour dans le pays d'origine soit facilité. Or, pour les Turcs qui, d'après une dernière étude qui a été publiée, est la communauté qui s'intègre le moins bien en France, pour les Turcs, l'ELCO n'a pas pour objectif de faciliter le retour. L'ELCO a pour objectif, pour que les Turcs puissent continuer à asseoir leur influence, ces 180 fameux professeurs turcs qui viennent tous les ans ne connaissent pas le français, ne parlent qu'en turc, font du prosélytisme, de la propagande d'Erdogan, de sa politique et de la nécessité d'asseoir le pouvoir turc en France. Les professeurs français qui relèvent de l'éducation nationale, qui sont censés surveiller le programme de cet enseignement, sont incapables de le faire, puisqu'ils ne parlent pas turc. Non, ils ne sont pas capables de le faire. Et puis, deuxièmement, ils n'existent même pas dans ces écoles, puisque ce sont des écoles hors contrat. Oui, non, mais là, dans le cadre de l'éducation nationale, oui. L'ELCO, c'est dans le cadre de l'éducation nationale. C'est-à-dire que ce sont des cours qui sont, c'est pire, qui sont professés dans l'école publique et qui sont censés être surveillés par l'éducation nationale, mais comme c'est en turc et que les cadres de l'éducation nationale ne parlent pas turc, il n'y a aucune surveillance. En réalité, rien n'est fait pour interdire les écoles communautaristes, rien n'est fait pour interdire les mosquées radicales, rien n'est fait pour interdire les imams radicaux qui sont payés par Ankara. Ah oui, les 180 professeurs
qui viennent de Turquie sont payés par l'administration turque. Il y a tout un dispositif qui est totalement sous-estimé et qui va péter à un moment donné. C'est une bombe à retardement, comme je l'explique dans mon livre, c'est une bombe à retardement qui est extrêmement dangereux. Et ce livre-là est une alerte. Il a pour objectif, 1, de faire savoir tout ça à l'opinion publique, et 2, de dire aux autorités françaises, c'est sur la table. Maintenant, c'est sur la table. Tout le monde va savoir. Alors, un point également, c'est que ce que vous montrez bien dans le livre, c'est que Erdogan, comme d'autres dictateurs, parce qu'il n'y a pas d'autres mots pour employer, en fait, il faut être très attentif à ce qu'il dit. Parce que le principe même, c'est qu'il fait ce qu'il dit. Et on a l'impression qu'en France, on a souvent l'impression qu'avec Erdogan, là, tout ça, c'est des paroles comme ça, qu'il dit dans un meeting, il ne faut pas le croire, etc. Mais en fait, ce que vous démontrez, c'est que sur chaque sujet, sur Chypre, par exemple, sur la Grèce, etc., quand il dit quelque chose, il le fait. C'est vrai. Ou sur les Kurdes, quand il dit qu'il va envahir la Syrie, nous, on se dit « Oh non, machin ». Alors, on a vu comment la France, l'Europe, le monde a réagi par rapport à l'invasion de l'Ukraine, en disant qu'on n'avait pas forcément d'informations, c'était pas prévisible, etc. Mais qu'est-ce que vous répondez là, le fait que tout ce que veut dire Erdogan, il va le faire? C'est vrai, vous avez totalement raison, parce que vous connaissez bien également la Turquie, Erdogan, et vous savez exactement qu'il annonce ce qu'il fera. C'est sûr, et il fait ce qu'il a annoncé. Par exemple, sur la Grèce, encore une fois, on sous-estime complètement les menaces qu'il a proférées il y a encore 10 jours, où il a menacé la Grèce. Il a dit « Attention, nous pouvons arriver la nuit. Souvenez-vous d'Izmir ». Donc ce sont des menaces de guerre, de massacre, de population et d'occupation. Et ça, en réalité, je n'ai pas entendu la réponse de l'Union européenne. La Grèce fait pourtant partie de l'Union européenne. Je n'ai pas entendu les dirigeants de l'Union européenne menacer Erdogan de représailles et de sanctions s'il levait le petit doigt contre la Grèce, qui est un pays de l'Union européenne. Et c'est là la faiblesse des démocraties et des Occidentaux. C'est quand Erdogan menace, il faut le menacer. Il faut le menacer sur le même ton que lui. Parce que c'est un dirigeant comme tous les dirigeants autoritaires. Mais lui, il a une autre particularité, c'est l'Orient. Et nous, on connaît bien l'Orient. D'accord ? C'est qu'en fait, il est fort avec les faibles, il est faible avec les forts. Et qu'à partir du moment où un pays fort répond à Erdogan, aux menaces d'Erdogan par des menaces, Erdogan se taira. Alors, Erdogan se calmera. Vous montrez ça notamment justement par rapport à la Grèce, où quand l'année dernière, ou il y a 2 ans, il y avait des menaces déjà en mer Égée, la France hausse le ton et décide d'envoyer des avions Rafale pour contrer la Turquie. Et là, Erdogan recule. Pour autant, quand il s'est agi de la guerre des 44 jours, on va revenir sur la guerre des 44 jours, on a vu le président Macron qui a fait des déclarations contre l'aide de la Turquie, contre les djihadistes, etc. Mais l'Union européenne n'a pas suivi, a laissé faire. Quel est le fantasme d'Erdogan, des Européens vis-à-vis d'Erdogan ? Je pense qu'ils ont peur. Les dirigeants européens ont eu des répliques extrêmement faibles aux menaces d'Erdogan. Erdogan a quand même menacé Angela Merkel de nazi. Il a menacé Angela Merkel de nazi quand en 2014, Angela Merkel a refusé qu'un meeting électoral en faveur d'Erdogan soit organisé en Allemagne. Il n'y a eu aucun mouvement de solidarité des pays de l'Union européenne contre Erdogan et en soutien à Angela Merkel. C'est quand même symptomatique. C'est-à-dire que Erdogan, qui a installé ses relais dans un certain nombre de pays européens, pense tenir les dirigeants de ces pays-là. Il pense les tenir également parce qu'il a un accord sur les migrants et que l'Union européenne a quand même payé 3 milliards d'euros
à Erdogan pour qu'il garde les migrants. Mais est-ce que tout ça est justement pas paradoxal ? C'est-à-dire que quand on a affaire à ce type de personne, pourquoi aller négocier quelque chose ? Pourquoi aller négocier un traité avec cette personne pour garder les migrants, etc. Parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent bien le fonctionnement de l'État, il y a deux types de personnes qui dirigent l'État. Les technocrates et les diplomates, en réalité. Et donc, les technocrates et les diplomates sont chargés de tenir l'État à l'intérieur pour les diplomates et par rapport à l'extérieur, à l'intérieur pour les technocrates et à l'extérieur pour les diplomates. Et en réalité, l'État est totalement organisé avec ces deux catégories de fonctionnaires, en fait, qui ont d'énormes qualités par ailleurs et qui sont indispensables à la gestion et à la direction d'un État, mais les politiques arrivent après, en fait. Les politiques arrivent pour essayer de corriger, certaines postures qui ne leur paraissent pas correctes. Et je dis aujourd'hui qu'il suffirait qu'un certain nombre d'États européens haussent le ton, et mettent leurs menaces à exécution, et mettent les menaces à exécution pour que la Turquie puisse rentrer dans le rang et cesse d'avoir cette politique impérialiste à l'extérieur et une politique tellement autoritariste à l'intérieur. Il faut à un moment donné qu'Erdogan puisse avoir en face de lui des dirigeants aussi forts que lui. Ne nous trompons pas, Erdogan est un dirigeant fort, il est puissant, il est respecté, il a réussi à mettre son peuple à genoux, une grande partie de son peuple à genoux, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a un enjeu en 2023 électoral. On va parler de la situation intérieure. Absolument. Et donc, il est nécessaire aujourd'hui qu'un dirigeant comme Emmanuel Macron, par exemple, qui a la stature, il a tout à fait la stature de tenir tête à un Erdogan, il est important, en fait, qu'il prenne le leadership en Europe d'une posture plus responsable par rapport à un dirigeant comme Erdogan. Alors justement, on va revenir maintenant un peu sur le fond du livre. Et je l'ai dit en ouverture, vous l'avez construit, puis vous l'avez affirmé vous-même, vous l'avez construit comme un réquisitoire. C'est quasiment, monsieur le juge, je vais vous expliquer pourquoi il faut condamner Erdogan. Alors on a commencé à parler de l'islamisation du pays, effectivement on l'a vu dans les universités, sur tout un certain nombre de domaines, la Turquie s'islamise à grands pas et constitue d'ailleurs, avec cette population qui s'islamise, le cœur de l'électorat et qui permet de maintenir également, vous montrez que c'est une sorte de spirale qui fait que plus on islamise, plus les gens la population de base suit Erdogan et ça lui offre derrière. Mais la nouveauté, c'est aussi l'apparition autour d'Erdogan, dans ce chapitre sur l'islamisation, des loups-gris, des mouvements ultranationalistes. Et c'est ce que vous démontrez dans le deuxième chapitre, sur les droits de l'homme. En réalité, l'image... D'abord, sur tous les chapitres, vous démontrez que Erdogan a une image qui est construite. C'est-à-dire que c'est réfléchi, il essaye de se donner une certaine image. Mais que... Voilà, il y a encore des démocrates, des intellectuels qui espèrent que Erdogan va démocratiser le pays, que c'est finalement au fond un démocrate modéré. Et vous démontrez avec des chiffres, des faits, qu'en réalité sur les droits de l'homme, c'est un des pires régimes connus. Et là aussi, vous vous appuyez sur des chiffres que tout le monde connaît, que vous avez ramassés, que vous avez argumentés, mais... Donc il y avait ce besoin de casser cette image d'Erdogan démocrate. Oui, il fallait le démontrer. Il fallait démontrer effectivement que Erdogan a carrément, mais même avant, mais carrément depuis juillet 2016, mais même avant, pour ceux qui connaissaient bien la Turquie, lorsque la question des droits de l'homme, la question des minorités, des Kurdes, des Arméniens, des Chypriotes, des Assyro-Chaldéens, bien avant, au fur et à mesure, quand il est arrivé en 2003, en 2005, en 2008, en 2010, etc., on voit la progression radicale, en fait, du pouvoir vers moins de liberté, moins de démocratie, plus d'islamisation, plus de conquête extérieure,
impérialiste, néo-ottomaniste. On voit l'évolution de ce régime-là. Mais pour le monde, et pour le monde, en fait, le tournant, c'est le coup d'État, la tentative de coup d'État de juillet 2016. Où là, Erdogan, pour lui, c'est une aubaine extraordinaire. Et je dis, et je suis sûr de moi, qu'en réalité, il savait qu'un coup d'État se préparait. Et il a encouragé la précipitation de ce coup d'État pour qu'il soit mal préparé et pour qu'il puisse le réprimer. Et donc là encore, la réponse, en fait, à cette tentative de coup d'État, quand on le voit dans la rue, en FaceTime, faire un appel à toutes les mosquées, à tous les imams. Il ne fait pas un appel à l'AKP au départ. À toutes les mosquées, à tous les imams pour qu'ils descendent dans la rue, parce que la Turquie islamiste était en danger, puisque c'était un coup d'État militaire, donc plutôt fomenté plutôt par les laïcs, même si lui dit que c'est par les gulenistes qui eux-mêmes sont islamistes. Et donc il a joué plutôt cette carte, l'islam est en danger en Turquie, mobilisez-vous pour empêcher et faire une contre-offensive. Et bien à partir de là, il a emprisonné des centaines de professeurs d'université, de journalistes, d'avocats, de fonctionnaires, de militaires. Aujourd'hui, la Turquie est le pays dans lequel il y a le plus grand nombre de journalistes emprisonnés. C'est le pays où il y a le plus grand nombre de journalistes emprisonnés. Je ne vois pas de révolte de Reporters sans frontières. Je ne vois pas de révolte des dirigeants occidentaux pour qui la liberté de la presse est un principe sacro-saint de la démocratie. On ne la voit pas non plus au travers. Alors, il y a des journalistes qui ont été arrêtés, et puis il y a des intellectuels, etc., d'autres, même des dirigeants politiques. Salahattin Demirtas, qui était le principal opposant démocrate, est en prison sans qu'il y ait eu de procès depuis maintenant près de 4 ans. Je parle du cas d'Osman Kavala. Osman Kavala est quand même une caricature. On rappelle que là, Osman Kavala est emprisonné pour les manifestations qui ont lieu à Gezi. Et on oublie de rappeler que, alors presque dans les médias occidentaux maintenant, il y avait des manifestations qui tentaient de renverser le régime, etc. Mais en fait, au départ, on est sur une opération de promotion immobilière faite par des proches d'Erdogan visant à se mettre de l'argent plein les poches. Parce que ce que vous montrez aussi, c'est qu'Erdogan est là-dessus implacable et que c'est aussi un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. C'est un homme qui fait des affaires aussi avec Daesh, des affaires au niveau du pétrole avec Daesh. N'oublions pas, Erdogan n'est pas là pour combattre l'islamisme, c'est un islamiste, c'est un frère musulman. Erdogan a mis tous les moyens en fait pour aider Daesh en Syrie. Il a lui-même combattu les Kurdes au nord de la Syrie, qui étaient les seuls combattants au sol contre Daesh. Il a consacré un hôpital à la frontière entre la Turquie et la Syrie pour soigner les combattants de Daesh. Et donc, effectivement, Erdogan continue à favoriser l'islamisme radical. Et n'oublions pas que nos sociétés sont encore sous la menace de l'État islamiste, de Daesh, de tous les mouvements extrémistes qui ont des comptes à régler avec l'Occident. Et les Occidentaux, on le voit bien, le terrorisme islamiste est encore menaçant pour la France et pour l'Europe et pour le monde. Et Erdogan est un des principaux sponsors, soutiens et promoteurs de ce terrorisme. Et tous ceux qui disent ça en Turquie, notamment certains journalistes qui ont révélé des dossiers, sont emprisonnés. Absolument. Et on rappellera aussi, vous mettez en avant un peu la situation de la justice turque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire ce soit une justice réellement équilibrée.
On peut rester en prison quasiment indéfiniment, sans procès, sans pouvoir se défendre véritablement quand on a vu des choses un peu bizarres où la personne est relâchée là-dessus et la police l'attend à la sortie du tribunal pour le remettre en prison sous un autre motif et on repart pour 3 ans, 4 ans, etc. Donc il y a une forme de... Ça a été le cas d'Ousmane Kavala. Ça a été le cas d'Ousmane Kavala. On est dans une forme de répression de punition par l'emprisonnement de toute opposition politique. Absolument, absolument, c'est démontré, je le montre dans le livre, donc ça fait partie de mon réquisitoire, cette question des droits de l'homme, de la violation de l'ABC des principes démocratiques et de la nécessité pour que Erdogan soit perçu comme un partenaire à part entière, de condamner en réalité ces pratiques qui ne doivent pas être cautionnées par d'autres démocraties. Il est important aujourd'hui que les dirigeants du monde tapent du poing sur la table, et surtout qu'on est à peu près 9 mois des prochaines élections en Turquie. Qu'est-ce qui empêcherait Erdogan d'être réélu dans 9 mois ? Il y a des enjeux énormes. Dans 9 mois, rappelons qu'il y a 2 élections. Ce sont en même temps les élections législatives et l'élection présidentielle en Turquie. Le système est comme ça. On a en même temps, le jour même, les élections législatives et l'élection présidentielle. Et donc, il y a un vrai challenge à ce que Erdogan perde ces élections-là. Erdogan doit perdre ces élections-là. Tout doit être mis en œuvre pour qu'Erdogan perde ces élections-là. C'est-à-dire qu'on voit que l'opposition essaye de s'organiser, essaye de s'unir pour présenter un front puissant contre Erdogan, et il est important qu'il perde ces élections. Et ça aussi, j'en parle dans le livre. Mais est-ce qu'il y a des candidats, est-ce que seuls les mouvements en interne vont pouvoir arriver à ce résultat-là, ou comme ça se passe, il faut que les autres pays donnent des signes de leur préférence, ou alors ça va radicaliser encore plus Non, je pense qu'on doit respecter le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un pays, c'est certain, mais on doit suivre avec beaucoup d'attention ce qui se passe dans le pays. Il n'est pas interdit que l'opposition puisse être conseillée, non pas par d'autres États, mais par des sociétés spécialisées en communication. Ce n'est pas interdit. Ça fait partie de la règle du jeu, qu'effectivement il puisse y avoir des soutiens organisés pour l'opposition, parce qu'une grande partie du peuple turc souffre lui-même de la politique d'Erdogan. Les modernes, aujourd'hui, ceux qui habitent à Istanbul ou dans les grandes villes, veulent se débarrasser d'Erdogan, qui est un dirigeant qui fait régresser la Turquie à force de l'islamiser. Il rabaisse la Turquie, il organise sa régression, et à force de refuser de mettre en place une politique de respectabilisation de la Turquie en reconnaissant le génocide arménien, en respectant les droits de l'homme, en respectant le droit des minorités. Il a un héritage, il est l'héritier de l'Empire ottoman, qui était une mosaïque de communautés. Je ne parle pas de l'Empire ottoman de la fin de la période de l'Empire ottoman, mais c'était un ensemble, à un moment donné dans l'Empire ottoman, où les communautés cohabitaient dans le respect. Alors ça n'a pas duré très longtemps, mais l'idée même d'avoir un espace dans lequel des gens différents puissent vivre et cohabiter, je crois que la Turquie pourrait démontrer que c'est possible. Alors après, il faut beaucoup progresser. Il faut qu'il y ait une direction, des dirigeants qui soient ouverts à ces libertés-là. Ce qui n'est absolument pas le cas, évidemment, d'Erdogan. Il l'a démontré depuis 20 ans que ça n'est pas possible avec lui. Alors, pour la Turquie elle-même, pour les Turcs eux-mêmes, pour les modernes, y compris pour ceux qui ont subi la politique d'Erdogan, et pour le monde entier, on doit pouvoir se débarrasser de ce dirigeant-là en 2023. Alors ce qui est un peu paradoxal, et vous montrez, on va parler du 3e chapitre qui est sur les minorités
en Turquie, notamment les Kurdes et un peu les Arméniens, c'est que finalement Erdogan, s'il y a un parti pro-kurde qui est relativement puissant, il n'empêche que Erdogan ratisse aussi dans cette communauté et arrive à convaincre sous le coup de l'islamisme et amène aussi un certain nombre de Kurdes à prendre cette cause pour lui. Quant à la communauté arménienne, on le voit à travers d'un certain nombre de magazines, de journaux qui sont publiés, ils sont dans une position un peu paradoxale là aussi, où finalement ils s'accommodent assez bien de ce régime qui, parce qu'ils donnent des choses aux musulmans, sont obligés un petit peu d'en donner aussi aux autres. Et on a vu des restitutions d'hôpitaux, etc. Et on voit dans les médias arméniens de Turquie, au-delà même du fait de se dire, oh là, il faut qu'on fasse attention, qu'il y a une forme d'adhésion à Erdogan. Je pense que la communauté arménienne de Turquie est une communauté otage et que finalement elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre en réalité, qu'elle vit dans un danger permanent et qu'elle est parfois obligée de faire certains gestes, certaines déclarations, parce qu'on sait ce qui peut se passer après. Et si demain la communauté arménienne de Turquie est victime de répression, on a bien vu, donc il n'y aura pas de réaction suffisamment efficace sur le plan international pour arrêter ça. Donc moi, franchement, je suis très... justement aussi avec une autre minorité qui est les Kurdes. Oui, c'est-à-dire que il a attaqué le nord de la Syrie et personne n'a bougé le petit doigt. Mais Haroud, Erdogan peut faire ce qu'il veut, c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Erdogan peut faire ce qu'il veut, personne ne l'arrête. Personne ne l'en empêche. Personne ne l'en empêche. Personne ne l'arrête. C'est la raison pour laquelle il faut dénoncer ça. C'est la raison pour laquelle il faut porter auprès de l'opinion publique. Il se trouve que c'est moi qui ai fait ce livre, mais ce livre doit être effectivement très diffusé, pour qu'il puisse faire réagir l'opinion publique et pour que les gouvernants puissent prendre véritablement la mesure de la menace. C'est qu'à un moment donné, il faut taper de poing sur la table, dire stop, ça suffit, prendre les sanctions. Quand le président de la République a été insulté par Erdogan, et à de nombreuses reprises, oui, le président de la République, Emmanuel Macron, et à de nombreuses reprises, Erdogan a traité, en gros, Macron de malade mental, oui, de mort cérébrale, qu'il fallait qu'il aille se faire soigner, qu'il fallait tout mettre en œuvre pour que Emmanuel Macron ne soit pas réélu à la présidence de la République. Non seulement c'est de l'insulte, mais en plus c'est de l'ingérence dans les affaires intérieures d'un pays. Je suis président de la République, j'expulse l'ambassadeur de Turquie en France. Et pourtant, c'est pas... Je l'expulse. Je ne le convoque pas. Je l'expulse. Alors oui, l'ambassadeur de France en Turquie sera lui-même à son tour expulsé. C'est pas grave. La France doit prendre le leadership du respect des libertés et de la démocratie. La France doit prendre le leadership de la réponse appropriée, en fait, à Erdogan. Et la réponse appropriée, ce ne sont pas que des paroles, parce qu'il y a eu des paroles très millimétrées par les diplomates. On a fait mettre dans la bouche du président de la République des réponses qui pouvaient apparaître comme étant décevantes, parce qu'elles ont été rédigées au millimètre par des diplomates. Et les diplomates ne savent pas faire ça. Leur rôle, c'est toujours de mettre en place, c'est leur rôle, on ne peut pas leur reprocher. Leur rôle, c'est de mettre en place un dispositif qui permette aux États de s'entendre et aux États de continuer le dialogue, de continuer à s'entendre sans vague. C'est leur rôle dans la République. Oui, mais c'est quand même c'est un rôle paradoxal parce que le diplomate, justement, doit respecter aussi un certain nombre d'alliances. La France avec l'Union européenne en premier, puisque même s'il n'y a pas de politique de défense, mais il y a quand même une certaine forme de politique étrangère commune. Et là, pourtant, par exemple, là, j'ai eu l'exemple, j'en ai parlé dans le journal de cette semaine, où à peine mise en place, Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, va
au moment avec les tensions en mer Égée, va à Ankara, va à Athènes, et pour expliquer finalement aux deux que, en renvoyant les deux dos à dos, en disant il faut que les Grecs vous vous calmiez, il faut arrêter de viser les avions turcs quand ils passent au-dessus de votre tête, même si c'est sur votre territoire, et puis aux Turcs en disant il faut que vous arrêtiez, il faut redescendre un peu la pression. Alors même que la France et la Grèce font partie de la même alliance et devraient être solidaires, et la France devrait être solidaire de la Grèce. Et pour autant, on est encore complaisant avec Erdogan. Oui, alors c'est pire que ça même, en réalité, parce que la France, la Grèce et la Turquie font partie de l'OTAN. Ils font partie de la même alliance, effectivement, militaire, en réalité. Et il y a un pacte de non-agression qui est signé entre les pays de la même alliance militaire. Or, il se trouve que la Turquie menace la Grèce. La Turquie menace la Grèce parce qu'en mer Égée, il y a des hydrocarbures. Il y a du pétrole. D'accord ? Et en réalité, c'est la raison pour laquelle la Turquie veut mettre la main sur cette partie de la mer Égée. La Grèce ne se laisse pas faire, évidemment. Mais à un moment donné, moi, je ne suis pas contre le dialogue entre les États. C'est-à-dire que, mais en réalité, dans le cadre du dialogue entre les États, il faut dire les choses. Il faut montrer les lignes rouges, en réalité. Et les lignes rouges ne sont pas montrées à Erdogan. Je crois que le vrai problème, c'est que les démocraties ne savent pas se faire respecter, en réalité, par les régimes autoritaires. Et un certain nombre de dirigeants occidentaux ont peur des dirigeants autoritaires. Et Erdogan fait peur aujourd'hui à un certain nombre de dirigeants occidentaux. C'est vrai qu'il est menaçant, c'est vrai, comme vous l'avez dit, il fait ce qu'il dit, il annonce la couleur, il fait ce qu'il dit. Sur ce plan-là, il est toujours très très clair, mais il y a aujourd'hui nécessité à avoir des dirigeants qui eux-mêmes doivent menacer et mettre leurs menaces à exécution s'ils ne sont pas entendus. Alors, je vais être un peu provocateur dans ma question, vous m'en voudrez pas, mais si l'Europe, si la France, des grands pays, membres du G7 là-dessus, ne sont pas capables de tenir tête à Erdogan, comment un petit pays comme l'Arménie, elle, peut engager des négociations de normalisation de ses relations bilatérales, c'est-à-dire sans soutien d'un tiers, alors qu'on rappelle par exemple qu'au moment de 1918, on avait fait appel à un tiers, en l'occurrence un arbitre international qui était le président Wilson, pour arriver à trouver un équilibre. Mais comment l'Arménie peut se dépatouiller avec ça et pouvoir tenir tête à Erdogan ? L'Arménie ne peut pas. C'est la raison pour laquelle le dialogue n'est pas utile aujourd'hui. Le dialogue est utile à partir du moment où vous avez une stratégie, vous avez un plan, étape par étape. Aujourd'hui, la stratégie de la Turquie de mettre en place les normalisations avec l'Arménie, ce n'est pas pour faire la paix avec l'Arménie, ce n'est pas pour instituer un climat de paix dans la région, c'est pour mettre la main sur l'Arménie et c'est pour faire ce qu'ils n'ont pas totalement accompli en 1915, c'est-à-dire dominer complètement les Arméniens. C'est-à-dire que demain, si on voit bien que le pouvoir de Nicole Pachinian fait tout pour accélérer les échanges, le dialogue avec la Turquie pour mettre en place ce dispositif de normalisation. Évidemment, on dit toujours la normalisation c'est formidable, bien sûr que c'est formidable, mais dans ce contexte-là, la normalisation, c'est accepter que la Turquie domine l'Arménie, mette la main sur l'Arménie économiquement. Je me suis exprimé à plusieurs reprises sur ce sujet. Je l'ai testé auprès d'économistes et même auprès du Quai d'Orsay et auprès d'un certain nombre d'institutions. Demain, si les frontières s'ouvrent, demain, si des échanges économiques s'inscrivent dans le cadre d'une politique de libre-échange entre l'Arménie et la Turquie, en 3 ans, la Turquie contrôle l'économie de l'Arménie. Non seulement en rachetant des entreprises arméniennes 2 ou 3 fois le prix, non seulement en installant des filiales des entreprises turques en Arménie, mais également en exportant vers l'Arménie un nombre important de produits de consommation, qu'en réalité, en 3 ans, l'Arménie deviendra la Turquie.
C'est ce danger-là qu'il faut éviter. Et je ne dis pas que la normalisation ne doit jamais intervenir, mais il faut se préparer à la normalisation. Mais faut-il pas non plus afficher, mettre sur la table, et de manière explicite, justement, les lignes rouges que chacun doit, en disant que l'Arménie doit expliciter quelles sont ces lignes rouges. Erdogan l'a fait. Parce qu'on dit négociation sans précondition, c'est-à-dire qu'on peut discuter sans précondition, mais la discussion elle-même porte sur des conditions pour permettre la normalisation. Bien sûr. Donc, vous avez raison, mais ça, il faut être un dirigeant fort pour faire ça. Erdogan, qui est un dirigeant fort, a mis 3 conditions. Il a dit, vous allez reconnaître les frontières de la Turquie, donc faire une croix sur toutes les revendications des territoires occupés et sur les revendications. Vous allez reconnaître les frontières de l'Azerbaïdjan avec le Karabakh, l'Artsakh dans les frontières de l'Azerbaïdjan, et vous allez stopper toute votre politique de reconnaissance internationale du génocide arménien. Et quatrième, qui est le corridor qui traversera de manière extraterritoriale, qui devrait traverser le Sunnique. Oui, mais ça, c'est dans l'accord du 9 novembre. Donc, il se mettra en place, puisque c'est dans l'accord du 9 novembre. Et Nicole Pachinian est d'accord avec les préconditions exprimées par Ankara. Alors, dans le rapport de force que Nicole Pachinian, qui justement, je dis, est un petit pays face... bon, ça, on pourrait dire, oui, il y a une relation disproportionnée, il ne faut pas, comme vous le dites, il ne faut pas faire là-dessus. Mais on a même l'impression que cet acte est soutenu, poussé par la France, l'Europe, les États-Unis, qui veulent aller dans ce sens-là. Et on a l'impression que... Et même les Russes ne semblent pas... donc, est-ce que c'est inexorable ou... Je pense que ça ne doit pas être inexorable. Il doit y avoir l'apparition d'une nouvelle pensée politique en Arménie, une nouvelle pensée d'État, qui mette les intérêts de l'État au premier plan. Et les intérêts de l'État, aujourd'hui, par rapport à la Turquie, c'est de ne pas considérer que la Turquie sera un ennemi ad vitam aeternam. C'est un voisin avec lequel des conditions devraient être mises en place pour une normalisation future des relations, c'est certain. Mais avec cette Turquie-là, avec la Turquie d'Erdogan, ça n'est pas possible. Avec l'Azerbaïdjan d'Aliyev, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible d'accepter que l'Artsakh retourne sous administration azérie, parce qu'on a vu dans l'histoire que lorsqu'elle était sous administration azérie, les habitants ont été massacrés, victimes de pogroms, maltraités, victimes de ségrégation, etc., et que ça n'est pas acceptable. Et on a vu également de quelle manière la Turquie s'est comportée avec les Arméniens. Donc on peut accepter sur le principe la normalisation comme un objectif à moyen terme, mais il faut mettre en place des conditions pour que cette normalisation puisse aller dans l'intérêt des peuples. Or, aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies. On doit pouvoir entendre ce discours-là de la part des dirigeants d'Arménie qui doivent rassembler la diaspora au lieu d'essayer de l'affaiblir, qui doivent créer avec la diaspora des conditions de coopération internationale efficace en respectant la diaspora et non pas en interdisant des personnes de la diaspora d'entrer en Arménie. Et tout cela, en fait, en réalité, n'est pas mis en œuvre et on se rend compte que la politique de Nicole Pachinian à l'intérieur et à l'extérieur est une politique qui affaiblit le pays et qui affaiblit le monde arménien, malheureusement. Alors, je voulais justement vous faire réagir sur un certain nombre de faits d'actualité de cet été. On ne vous a pas entendu beaucoup, qui sont en lien finalement avec le livre, avec le régime Erdogan, parce qu'on sent qu'il y a une forme de... vous avez commencé à l'esquisser, mais qu'il y a une forme de politique pan-turque qui est négociée entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, et que c'est un plan qui est mis en place, un plan pan-turc. Vous avez vu cet été la perte de Berzor, Aravno et de Sousse. Ça fait partie du plan. Est-ce que c'est une exigence portée justement par la Turquie et l'Azerbaïdjan? Enfin, c'était l'Azerbaïdjan, oui, mais est-ce que on a vu Erdogan manifester? Quelle est votre réaction par rapport les conditions dont ça se fait? C'est l'accord du 9 novembre.
En fait, on a mal Mais un expliqué. peu précipité. Oui, mais on a mal expliqué en réalité. On l'a dit, mais à ce moment-là, on n'a pas voulu nous entendre. En 2020, on n'a pas voulu nous entendre. On a expliqué qu'il ne fallait pas signer cet accord. On a demandé à Nicole Pachinian, avant la fin de la guerre, de démissionner pour ne pas signer cet accord, qui est un accord désastreux pour les Arméniens, qui est un accord qui nous a fait perdre Chouchi, qui nous a fait perdre Altrout, qui nous a fait perdre Kelbaljar. Dans cet accord, nous devions perdre Sousse, Perzoj et Aravno, c'est fait. Dans cet accord, il y a le corridor qui traverse le Sunnik et qui relie la Turquie à l'Azerbaïdjan. C'est un accord désastreux. C'est un accord désastreux. C'est un accord qui met l'Arménie à genoux, en réalité. Et quelle était l'alternative à cet accord? On l'a dit à l'époque, on l'a dit à Nicole Pachinian. On lui a demandé de démissionner pour qu'il ne soit pas obligé de signer cet accord. Lui, effectivement, qui était le dirigeant de l'Arménie et qui a perdu la guerre, qui était en train de perdre la guerre contre l'Azerbaïdjan, à genoux, on lui a demandé de signer cet accord-là. L'Azerbaïdjan lui a demandé de signer cet accord-là sous les auspices, effectivement, de la Russie, avec une Turquie qui poussait. Il n'était pas obligé de le signer. S'il restait en exercice, il était obligé de le signer. Mais la possibilité de ne pas signer cet accord et de rebattre les cartes était de démissionner à ce moment-là, de créer un vide de direction en Arménie et de reprendre une négociation d'un autre niveau avec la Russie pour éviter de signer cet accord-là, justement. Comment vous interprétez alors le renversement qu'il effectue là dans les derniers jours suite de l'arrestation de plusieurs généraux arméniens, où il considère presque, Nicole Pachinian, qu'on lui a fait perdre la guerre pour justement le pousser à la démission? C'est lui qui a piloté la guerre. C'est justement une des raisons majeures pour laquelle l'Arménie a perdu la guerre. L'Azerbaïdjan était bien plus équipé, avait une armée beaucoup plus forte, le soutien de la Turquie, mais ça a quand même duré 44 jours. Mais en réalité, c'est Nicole Pachinian lui-même qui a piloté la guerre. Et justement, il a démonétisé l'armée à ce moment-là. Il a démonétisé le rôle des généraux de l'armée arménienne. N'oublions pas que Nicole Pachinian a très peu envoyé l'armée de métier combattre. Il a envoyé les jeunes de 18-19 ans à la mort. N'oublions pas ça. N'oublions une armée de conscription qu'il veut maintenant supprimer. Une armée de conscription qu'il veut maintenant supprimer. En vérité, il veut affaiblir l'armée. Il veut totalement affaiblir l'armée. Les arrestations de généraux, c'est pour discréditer l'armée. À un moment donné, on a besoin au contraire de reconstruire l'armée. On a besoin de donner de la force à l'armée. On a besoin de mobiliser le peuple et la nation autour de l'armée. On a un programme Ask-Panag, Nation Armée, où on doit absolument considérer que l'armée, qui est le principal instrument de la sécurité de l'Arménie, avec le respect des alliances par ailleurs qui ont été piétinées pendant 2 ans et demi, entre 2018 et 2020, par Nicole Pachinian, avec l'alliance avec la Russie qui a été totalement piétinée. Et la guerre des 44 jours, c'est directement le résultat de la politique de Pachinian par rapport à la Russie. Il faut être clair là-dessus également. Et donc aujourd'hui, il y a nécessité à reconstruire l'Arménie pour revenir en fait à la question de base. À un moment donné, il faudra, nous on veut un avenir de paix pour le peuple arménien en Arménie. Le peuple d'Arménie doit pouvoir vivre, éduquer ses enfants en Arménie dans un climat de paix. Tout le monde a le droit à la paix, mais pas la paix d'Erdogan et d'Aliyev. Il faut une paix qui soit une paix dans le respect de toutes les populations qui vivent dans cette région du monde, de toutes les populations. Elles ont le droit de vivre en paix, ces populations-là. Elles ne méritent pas d'être dirigées par des dirigeants comme Aliyev et Erdogan et par Pachinian. Et que pensez-vous de ce que développent un certain nombre d'analystes qui disent que
la fin de l'armée de défense d'Arsar, les sanctions contre les généraux, et puis même les sanctions, enfin votre interdiction d'entrer en Arménie, sont dictées par des accords secrets, des discussions non publiques avec Aliyev et avec Erdogan. Ça fait partie des exigences en disant donnez-nous un signe que vous combattez vraiment le Tashnak-Souchoun, que vous combattez qu'il n'y aura plus d'armée de métier. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a un accord entre les dirigeants arméniens et les dirigeants turcs là-dessus? On me l'a dit tout de suite. Des personnalités bien informées en Arménie m'ont dit c'est le résultat ton interdiction est le résultat des discussions entre Erdogan et Pachinian. Honnêtement, je n'en sais rien. Ce qui me marque, c'est que quelques jours avant, mon interdiction, il y a une déclaration de Çavuşoğlu, le ministre des Affaires étrangères. Oui, c'est ça qui m'a marqué en réalité, où le ministre des Affaires étrangères turc dit « Le principal obstacle à la normalisation des relations entre l'Arménie et la Turquie, c'est la diaspora. » Or, il est vrai qu'en diaspora, j'ai été, depuis 2009, vous vous souvenez de la démarche contre les protocoles arméno-turcs du temps de Serge Sarkissian, j'ai été un des acteurs majeurs contre cette normalisation-là, contre ces accords-là, contre ces protocoles-là, qui étaient complètement à la main de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. Et donc, il est vrai aussi que quelques années après 2009, j'ai été contacté par des intermédiaires du gouvernement turc qui m'ont demandé de me rendre à Ankara pour discuter avec les dirigeants turcs, parce que les dirigeants turcs ont compris que c'est la diaspora qui empêchait la normalisation des relations avec la Turquie. J'ai évidemment refusé, n'ayant aucune confiance ni dans les intermédiaires. Évidemment, il n'était absolument pas question d'aller discuter avec des dirigeants turcs dans ce contexte-là. Et donc, effectivement, tous ces éléments réunis, je ne sais pas si dans la discussion entre Erdogan et Pachinian, mon nom a été cité, restons modestes néanmoins, mais je pense que Pachinian a pu interpréter aussi... Si votre nom n'a pas été cité, la fantasmagorie turque, ils ont cité le Tashnak-Souchoun, parce que là, c'est vraiment... il le cite régulièrement. Et donc, l'interprétation de Pachinian a pu effectivement résulter dans mon interdiction d'entrer en Arménie. Alors, juste une petite question d'actualité. Où est-ce que vous en êtes? On s'était quitté après le 13 juillet. Vous étiez présent sur ce plateau pour un quart sur table un peu exceptionnel. On a stoppé les émissions de l'été, mais où est-ce que vous en êtes dans votre demande d'être réintégré dans vos droits de voyager en Arménie? Comme vous avez pu le constater, il y a eu une énorme campagne de presse en Arménie, où pendant un mois à peu près, les médias ont évoqué ce cas quasiment à la une, où j'ai été interviewé des dizaines et des dizaines de fois par de nombreux médias en Arménie, où des personnalités d'Arménie se sont exprimées pour condamner mon interdiction, qui a choqué aussi beaucoup en diaspora, où j'ai reçu des milliers et des milliers de marques de soutien de la part de personnes parfois que je ne connaissais même pas, de personnalités également. J'ai tout de suite décidé d'entamer une procédure judiciaire contre cette décision. Donc j'ai nommé un représentant légal qui a toute liberté de me représenter en Arménie auprès des pouvoirs publics et de la justice. C'est Alsvig Minassian, qui est un juriste, un économiste, un député et un dirigeant de la FRA en Arménie. Et j'ai demandé à Siranoush Saakian, qui est une juriste, qui est une avocate éminente en Arménie, qui défend les intérêts des prisonniers de guerre et qui a créé une organisation internationale pour justement
faire intervenir des structures internationales pour la libération, en faveur de la libération des prisonniers de guerre. Siranush Saakian est mon avocate, et comme 2 autres personnes ont été interdites d'entrer en Arménie quelques jours après moi, Massis Abrahamian et Souné Abrahamian, on a pris également ensemble pour notre défense Rupen Melikian. Donc on a Rupen Melikian et Siranush Saakian qui nous défendent, coordonnés par Al-Jigmination. Ils ont déjà eu de nombreux entretiens avec des structures de l'État, les services de sécurité, des membres du gouvernement, des cabinets. Voilà. Donc il se trouve a priori que Nicole Pachinian va rester sur sa position. Et donc nous allons l'attaquer en justice, cette position. Nous allons l'attaquer. Une procédure va être introduite dans les jours qui viennent, puisqu'on avait 2 mois pour la mettre en place. Et donc nous allons l'attaquer. Siranush Saakian, qui était à Alfortville il y a 2 jours, en réponse à une question qui lui a été posée sur mon cas, a affirmé que l'ABC du droit arménien avait été violé dans toutes ses largeurs. Dans beaucoup de cas qu'on constate ces derniers mois. Quand absolument. On a même vu une personne éminente, Armen Grigorian, mourir dans un tribunal. Enfin, absolument. Ce qui est proprement scandaleux. On ne souhaite ça à personne. Quoi. Insupportable. C'est insupportable. Il avait demandé à être soigné parce qu'il était malade. Le gouvernement a refusé effectivement les soins qui devaient lui être prodigués. Il est mort en prison en direct. Et donc voilà, pour répondre à votre question, eh bien, écoutez, on va entamer la procédure judiciaire, sauf retournement extraordinaire dans les 48 heures. Alors, dernière question sur ce volet, puis on va revenir sur le livre et sur sa promotion puisque vous avez dit que c'est important d'avoir un éditeur important, d'organiser pour que vraiment l'opinion publique française soit au courant, donc on va revenir là-dessus. Dernière petite question, justement, par rapport à tout ce que on vient d'entendre là, la relation avec l'Azerbaïdjan, la relation avec la Turquie, ce qui vous est arrivé comme interdiction d'aller sur le territoire. Comment peut-on envisager, comme il est annoncé là maintenant, qu'il y ait un forum Arménie Diaspora dans les semaines qui viennent et qui va être encore une grande messe à la gloire des actions du régime et du pouvoir en Arménie? Écoutez, c'est malheureux, mais ça fait partie effectivement de la politique de division mise en place par le pouvoir. Le pouvoir veut diviser la diaspora, il a divisé l'Arménie, il veut diviser la diaspora, il veut affaiblir la relation Arménie-diaspora, il veut affaiblir et l'Arménie et la diaspora, il veut une diaspora à sa main, donc il va inviter effectivement des personnalités pour les organiser, mais pour créer une diaspora. Ça nous rappelle beaucoup le pouvoir soviétique en réalité. Mais aujourd'hui, la différence, c'est qu'aucune des grandes organisations n'est invitée. Les grandes organisations ne sont pas consultées sur ce forum Arménie-Diaspora. C'est-à-dire qu'il veut recréer, lui, sa propre diaspora en nommant ses propres dirigeants et ses propres relais. C'est malheureux, ça va affaiblir la diaspora, ça va affaiblir l'Arménie, et finalement, les seuls bénéficiaires de cette politique, c'est Erdogan et c'est Aliyev. C'est dommage. Alors revenons justement sur la promotion de ce livre. Vous nous faites l'honneur d'être parmi les premiers qui réalisant une émission. Vous étiez sur Radio J également. Donc c'est vraiment important que ce soit Robert Laffont qui édite ce livre? C'est un très grand éditeur. C'est un des leaders de l'édition en France. C'est un livre engageant. C'est un livre militant. Qui est déjà en rupture de stock sur certaines plateformes. Qui est déjà en rupture de stock sur certaines plateformes, absolument. Donc qui a pu bénéficier d'un bon lancement. Et ce n'est pas du tout terminé, on n'est qu'au début du lancement. C'est important, vous savez, quand un livre comme ça sort, qui puisse être acheté, quand un film sort sur les Arméniens, qu'on aille le voir qu'on aille le voir plein de fois en réalité. C'est construire notre propre succès.
Quand on veut sortir de l'entre-soi, quand il y a des initiatives qui nous permettent de sortir de l'entre-soi, il faut les encourager. Moi, j'ai plein d'amis qui ont acheté le livre à des dizaines d'exemplaires pour l'offrir à des collègues de bureau, par exemple. L'offrir à des collègues de bureau, c'est une formidable idée. C'est-à-dire que ça permet effectivement de faire découvrir la Turquie d'Erdogan, en fait, à des amis des Arméniens, des Français d'origine arménienne. J'ai un ami qui l'a acheté à 50 exemplaires. Il a dit toutes les personnes qui vont passer dans mon bureau, je leur offrirai le livre. Ce livre est un acte militant et effectivement, il faudrait que les Français d'origine arménienne, en tout cas les plus actifs, puissent participer à cet acte militant, non seulement en lisant le livre, en l'achetant, mais en l'offrant également. Et donc, il va y avoir des séances de dédicaces un peu partout. Est-ce que vous avez déjà des dates auxquelles vous pouvez... Oui, bien sûr. La première, c'est le 23, le vendredi 23 septembre prochain à 20h30 à la Maison de la Culture arménienne d'Alfortville. Donc, vendredi 23 septembre à 20h30 à la Maison de la Culture arménienne d'Alfortville. Le lendemain, le 24 septembre à 19h30 à Marseille. À la salle de spectacle en face de l'école Amaskaïn. Je serai également une signature, là aussi c'est important, au Drugstore Publicis, le mercredi 28 septembre de 18h30 à 20h. Là, ça permet aussi d'inviter des amis. Il n'y aura pas de conférence, mais il y aura une dédicace. Donc c'est important que le Drugstore aussi, qui a accepté d'organiser cette dédicace, se rende compte qu'il y a plus de monde qui vient à cette dédicace qu'à certaines autres dédicaces, pour encourager également le Drugstore à acheter des livres et à organiser des initiatives de ce type-là. Et puis d'autres initiatives vont être mises en place au Centre national de la mémoire arménienne des signes. J'ai été contacté par des amis à Grenoble, je suis contacté par des amis à Nice, par des amis à Valence. On aura également une présentation à Valence, je le dis parce que cette émission est également retransmise par Radio A, la radio des Arméniens de Valence et des environs. Et donc oui, on a beaucoup de demandes, des librairies qui se mobilisent déjà pour m'inviter à des signatures. Il y a un élan, profitons-en, c'est-à-dire transformons l'essai. J'ai écrit ce livre, j'ai pris un petit risque quand même à l'écrire, et profitons-en, organisons son succès de librairie. Je voulais conclure justement sur les risques, mais puisque vous en parlez, quel est au-delà de la communauté arménienne, donc c'est important évidemment, mais est-ce que déjà il y a des médias on a vu que vous aviez eu un très bon papier de Jean-Christophe Buisson dans le Figaro Magazine. Est-ce qu'il y a des médias plus larges qui s'intéressent au livre ? Oui, alors j'ai accepté tout de suite l'invitation de Radio J parce que je considérais que c'était assez symbolique de faire la première interview. Ils me l'ont proposé comme ça, donc jeudi matin, par Ilana Ferradian, qui est franco-arméno-juive. Donc c'était un beau symbole, je trouve. Il y a eu l'article d'hier dans le Figaro Magazine, écrit par Jean-Christophe Buisson. Lundi matin à 10h, je serai dans l'heure des pros sur CNews, une émission qui est animée par Pascal Praud, donc lundi à 10h. Vendredi prochain à 18h30, je serai sur Sud Radio pour un débat, pour une présentation de mon livre. Entre-temps, nous aurons d'autres invitations, d'autres articles. Je sais que Le Point va faire un papier, je sais que l'Express va faire un papier, je sais que Valeurs Actuelles va faire un papier, je sais que d'autres médias sont intéressés, des contacts sont pris avec l'éditeur, TV5 Monde, France 24, puis d'autres radios d'infos, des chaînes d'infos vont se faire le relais. Europe 1 m'a dit qu'il était intéressé également. Voilà, donc le livre intéresse et il intéressera d'autant plus que si l'éditeur est encouragé à continuer à mettre en place une politique active de relations presse. Dernière question justement sur les risques que vous prenez, parce que vous l'avez explicité dans ce livre, la Turquie est menaçante également en France. Vous l'avez dit dans différentes interviews, et c'est d'ailleurs pourquoi vous avez mis un peu le blackout avant de la sortie du livre. Vous aviez été un peu
interrogatif. Vous nous aviez annoncé une surprise pour septembre. Ceux qui étaient dans la confidence savaient que c'était le livre. Mais Erdogan n'hésite pas à menacer, y compris vous, régulièrement. Oui. On m'a déconseillé d'écrire ce livre. Des gens extrêmement proches de moi m'ont même demandé de ne pas l'écrire. Je considère que ça fait partie de ma mission et de l'engagement. C'est un cas concret sur l'engagement qui est le mien depuis longtemps, depuis une quarantaine d'années au service de la cause arménienne. J'ai été menacé à plusieurs reprises. Mon père a eu sa voiture. On a mis une bombe sous sa voiture en 1985. Et on sait que ce sont les services secrets turcs. Ils l'ont eux-mêmes avoué. Oui. Ils l'ont eux-mêmes avoué. Donc, on est un peu habitué à être menacé par les services secrets turcs. Cela montre effectivement que notre engagement est le bon engagement. Comme disait un de mes amis, on est du bon côté de la table. Et oui, je mesure ce risque-là, mais je prends ce risque parce que il faut le prendre et parce que je considère que ce livre est important. Les services de sécurité français sont alertés du danger, évidemment, que je cours avec ce livre-là. Donc, on est courageux. Il faut être courageux. Il faut être courageux dans le combat qu'on mène. On ne peut pas mener un combat en toute tranquillité quand on est un personnage public. Et comme vous l'avez dit vous-même, Harout Marnirosyan, dans France-Arménie, quand on est en première ligne. Et donc, je prends ce risque-là, c'est ma responsabilité. Écoutez, Moulad Papazian, sur ces paroles, je vous remercie encore pour cette interview. Je rappelle donc le titre de ce livre, Le régime Erdogan, paru aux éditions Robert Laffont. Vous le trouvez sur toutes les plateformes possibles, Fnac, Amazon, etc. Les librairies. Faites fonctionner le commerce de proximité. Vous avez des libraires près de chez vous. Allez les voir. S'ils ne l'ont pas, ils vont le commander. Et justement, ils pourront en commander davantage. Donc, allez voir vos libraires près de chez vous. Donc, le régime Erdogan, une menace pour la France. Merci encore. Et à la semaine prochaine pour un nouveau Carte sur table. Merci à vous, Harout.